Bonsoir à toutes et à tous. Ravie du coup de vous accueillir pour ce webinaire autour de la pratique Handacat. Avant de laisser la parole à mon collègue Julien, qui sera l'intervenant de notre soirée, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Émilie Villiers, je suis chargée de développement à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de handball. Je souhaitais également vous présenter la façon dans laquelle nous allons fonctionner ensemble ce soir. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer l'ensemble de vos micros afin de vous permettre une fluidité dans notre présentation. Donc, vous avez l'onglet avec le micro qui se situe en haut à droite de votre écran. Pour information, du coup, notre soirée va être enregistrée et sera mise à votre disposition par la suite si vous le souhaitez. Pour interagir du coup avec nous, vous avez également une zone de chat, de conversation, toujours sur votre onglet en haut à droite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via cette zone de conversation. Je vais donc laisser la parole à Julien pour se présenter. Et pour démarrer du coup notre présentation, je vous souhaite un excellent webinaire et surtout n'hésitez pas à converser si besoin via le chat. Julien, à toi. Bonjour à tous, Julien Gambier, CTF du comité de Charente, intervenant et responsable sur le module de formation Handacat mini-hand mis en place par la Ligue depuis la saison dernière. Alors cette année, il n'a pas pu avoir lieu à cause du contexte qu'on connaît tous. Donc voilà, j'en profite pour remercier Émilie et Céline, qui est l'autre chargée de développement de la Ligue, pour leur collaboration sur la préparation de ce webinaire. Donc voilà. Par rapport à aux questions et au chat, j'essaierai d'y répondre si elles concernent les diapos que je viens de présenter. Pour le reste, on essaiera de répondre aux questions plutôt à la fin de la présentation. Donc du coup, on va commencer par rapport à la pratique Handacat, refaire un petit historique de cette pratique Handacat. Pour certains, une découverte. Pour certains anciens cadres, la pratique du Handacat existe depuis des années, a été utilisée quels que soient les publics. Le groupe fédéral qui a été chargé de travailler sur la création du Handacat, en fait, est une réponse au départ aux besoins de l'éducation nationale. À savoir que le handball est un sport et faisait partie des sports les plus utilisés dans le contexte scolaire, notamment collège et lycée, et on s'est rendu compte que l'éducation nationale l'utilisait de moins en moins souvent, donc lié notamment au problème des classes surchargées, avec des classes qui ont entre 30 et 35 élèves. Donc du coup, l'idée du groupe de travail sur la création du Handacat a été de répondre à cette problématique-là, et notamment des effectifs. À savoir que en traçant 3 terrains, on en parlera après, sur un terrain de handball classique dans une salle de sport, on peut faire jouer jusqu'à 30 joueurs et plus. Donc voilà, la création du Handacat par la fédération, au départ, en tant que nouvelle pratique, répond aux besoins de l'éducation nationale et en tout cas à la volonté de la fédération française de rester le sport numéro 1 dans le sport scolaire. Dans le contexte actuel, petit aparté par rapport à l'historique, mais dans le contexte actuel, il apparaît que le Handacat peut être une vraie réponse à la gestion des effectifs et des espaces pour faciliter la mise en place du protocole sanitaire. Donc j'en parlerai à travers la présentation, mais dans notre contexte, et c'est pour ça que la fédération a mis en avant le plan de relance autour de la pratique Handacat notamment, puisque facilitant la mise en place du protocole sanitaire. Un deuxième aspect que j'évoquerai plus tard dans la présentation, c'est la conquête de nouveaux espaces de jeu. On l'a tous vécu depuis plus d'1 an maintenant, à savoir que les salles sont fermées en intérieur et que le Handacat nous a permis de découvrir ou de redécouvrir en tout cas que le handball pouvait se pratiquer en extérieur et que du coup, par ce biais-là, on avait découvert ou redécouvert des nouveaux espaces de jeu.
On évoquera plus précisément ces aspects-là après. En tout cas, dans le contexte actuel, à la fois ça facilite la mise en place des protocoles sanitaires et en plus, ça pourrait nous permettre de conquérir de nouveaux espaces de jeu. Donc le Hand à 4, c'est quoi pour certains qui ont déjà mis en place la pratique dans leur club ou dans leur structure, c'est pas une découverte. Pour d'autres, ça l'est. Donc le Hand à 4, c'est du handball, c'est bien du handball, avec des aménagements et notamment au niveau de l'effectif, puisque c'est du handball à 3+1, donc 3 joueurs de champ et un gardien de but, avec tous les marqueurs du handball traditionnel, à savoir la présence d'adversaires et de partenaires, une cible à attaquer et à défendre, alors des buts ou pas, d'ailleurs on en parlera, et des cibles protégées par des gardiens de but, avec un espace qui leur est dédié, donc les zones de jeu. Les intérêts du Hand à 4, ils sont multiples. Alors, on va les décrire au travers de la présentation, mais il paraissait important de commencer par tous les intérêts qu'on voit dans la pratique Hand à 4 et à faire pratiquer le Hand à 4. La première chose, on peut mettre en situation un très grand nombre de joueurs. Le livret dont on parlera après parle de 30 joueurs. Personnellement, j'ai vu des groupes jusqu'à 35, 40 et plus se mettre en place dans des espaces donnés. Autre avantage du Hand à 4, la gestion des hétérogénéités. Alors, de niveau, de genre, etc. Avec la mise en place, par exemple, de 2 ou plusieurs terrains en fonction des espaces et de la manière dont on aménage les espaces. En tout cas, on peut facilement mettre en place des terrains et les attribuer en fonction des niveaux, etc., tel que le terrain en bas à droite le montre. Donc, c'est une des utilisations qu'on peut faire du Hand à 4. C'est aussi une pratique qui permet d'aménager des espaces et des terrains en réponse à des besoins différenciés des joueurs. On précisera après, mais là, il y a l'histoire des débutants débrouillés. On peut très bien mixer des catégories et partir plutôt des besoins des joueurs plutôt que des catégories. Une notion fondamentale aussi dans le Hand à 4, liée à l'effectif réduit, donc 3 joueurs plus un gardien de but, comme je l'ai évoqué précédemment, la notion d'égalité de chance. Alors pourquoi l'égalité de chance? Puisque liée à la densité qui est relativement faible sur le terrain, elle permet à tous les joueurs d'être tour à tour gardien de but, tireur, passeur, et d'avoir une participation active au jeu. Quand on sait que ce qui plaît beaucoup chez les jeunes dans la pratique du handball et même chez les plus grands, c'est quand même l'accès au but et donc marquer des buts. Le fait d'avoir uniquement 3 joueurs sur le terrain et donc une densité de joueurs le permettant, des accès au but qui sont facilités d'une part et d'autre part, avec la proximité des 2 cibles, forcément un nombre de duels tireur-gardien qui augmente et donc une probabilité de marquer des buts pour tous qui s'en voit augmenter. Égalité des chances aussi par rapport au Hand à 7. On a tous vu, vécu, mis en place des matchs, etc. dans nos séances où sur les 6 joueurs de champ, il y en a toujours 1 ou 2, voire plus, qui touchent moins la balle que les autres. Et donc, le Hand à 4 permet ça, une vraie égalité des chances dans la participation au jeu, quels que soient les statuts d'ailleurs, hein, attaquant, défenseur, gardien de but, tireur. Ensuite, une pratique attractive. Alors pourquoi attractive? Parce que on peut se mettre en activité bien plus rapidement du fait des équipes à effectifs plus réduits. Il paraît évident que avec des effectifs plus réduits, la mise en place sur les terrains se fait de manière plus facile et donc forcément plus rapide. Et on peut très vite être attractif, on peut très vite participer au jeu, se mettre en jeu et découvrir l'activité assez rapidement. Un autre aspect aussi que je décrirai précisément, c'est les intérêts pédagogiques, c'est-à-dire que on peut facilement, encore une fois lié à l'effectif, coller des thèmes et des situations dans lesquelles il va y avoir beaucoup de répétitions
Encore une fois, lié à la proximité des buts, donc forcément beaucoup de changements de statut, beaucoup de tuels tireurs gardiens, beaucoup de chances de récupérer la balle, beaucoup de chances de passer, beaucoup de répétitions dans tous les domaines du jeu, ce que ne permet pas forcément un terrain à 40 par 20. Et dernier aspect, qui n'en est pas moins important, ce qui ne veut pas dire que dans les autres pratiques, on ne peut pas le développer, mais en tout cas, ça peut paraître facilitant de le mettre en place, et notamment par rapport au milieu scolaire et les milieux des centres de loisirs et des structures de loisirs de manière générale, tous les aspects sociaux, les rôles sociaux à jouer, que ce soit joueur, mais aussi arbitre, les rôles d'observateur, pourquoi pas de manager, les plus grands avec les plus petits, etc. Donc, cette question des rôles sociaux et des interactions sociales, elle est aussi fondamentale dans tout ce qui est autour de notre activité, pour la défendre et en faire devenir ou redevenir le sport numéro 1, le sport scolaire numéro 1. Donc, comme évoqué précédemment, le hand à 4, c'est du handball. Ce sur quoi nous, on s'est mis d'accord et l'aspect qui nous paraît le plus important à garder en tête, on pourrait l'apparenter à du handball couteau suisse. Pourquoi ? D'une part parce que ça s'adresse à tous les publics. D'où l'intitulé « Une pratique pour tous ». Le hand à 4 pourrait s'adresser à tous les publics. Donc public traditionnel handball, de jeunes moins de 11 à public adulte en passant par le public loisir. Et le public loisir, petit aparté, pour les mêmes raisons que du public débutant, c'est-à-dire que tout le monde a accès, même y compris quand on commence le handball à 40 ans, pardon, ou même plus tard. La densité de joueurs fait qu'on peut très vite découvrir l'activité de manière assez large et de manière ludique. En passant par le public Pôle Espoir, je vous en parlerai après, j'ai mis en place par exemple au Pôle Espoir d'Angoulême dans lequel j'interviens, des situations, des matchs de hand à 4 et des tournois de hand à 4 avec un public féminin du pôle d'accession d'Angoulême. Public scolaire évidemment, puisque c'est quand même une des cibles prioritaires au départ. Le public entreprise, pourquoi pas, pour les mêmes raisons. Sur des temps en plus, peut-être des espaces-temps aménagés entre midi et 2, etc. Les publics en situation de handicap, toutes les structures jeunes et enfants, alors les centres sociaux, on n'a pas détaillé, mais tous les centres sociaux, les accueils collectifs de mineurs de manière générale, IME, IMP, etc., peuvent être des structures avec lesquelles on intervient dans le cadre du hand à 4 et les structures PPF. Alors quand on évoque la question des structures PPF, c'est donc les pôles espoirs, mais pourquoi pas mettre en place des systèmes de détection à travers du hand à 4 ? Parce que, encore une fois, les effectifs permettent de retrouver et de mettre en avant certaines compétences peut-être plus facilement. Donc encore une fois, handball à 4, une pratique pour tous, tu peux enchaîner, hein, Émilie. Une pratique pour tous, mais aussi une pratique de tous, dans le sens où, comme évoqué précédemment, à la fois tous les publics, mais aussi dans les publics dans lesquels on intervient dans le cadre du hand à 4, les publics avec lesquels on travaille peuvent être évidemment tous joueurs, mais aussi, j'en parlais, tous observateurs, tous coachs. Alors j'en profite pour citer Pascal Janin, qui est responsable au niveau de la fédérale du lien avec le milieu scolaire, qui a fait une série de vidéos sur YouTube pour lesquelles on vous donnera les liens en fin de présentation. C'est quelque chose sur lesquels elle a beaucoup bossé avec des fiches d'observation, etc., des scénarios pédagogiques avec des équipes dans lesquelles les joueurs s'inscrivent, etc. Donc tous ces rôles-là autour de la pratique. Donc tous observateurs, aussi des rôles de manager, pourquoi pas, à imaginer sur des transversalités de catégories, par exemple. Tous arbitres,
Alors, on galère un peu pour trouver des arbitres et on se pose toujours la question de l'arbitrage. Ce peut être l'occasion sur les tournois en A4 pour les équipes qui sont en attente d'arbitrer et d'avoir un vrai rôle et de faire participer tous les joueurs de l'ensemble du tournoi à l'arbitrage et toutes les notions autour de l'auto-arbitrage, etc. Donc, tous gardiens de but aussi. On a évoqué la question des duels tireurs-gardiens. Hein, on peut tous être facilement gardien de but. Tous voleurs de ballon. Donc ça, c'est aussi lié à la défense. Donc tous marqueurs, tous voleurs de ballon, tous gardiens de but. Ce qui fait que tous les participants du tournoi, à la fois les joueurs, mais aussi tout ce qu'il y a autour, peuvent être impliqués. Et du coup, ça facilite le côté ludique et tout le travail autour de la pratique. Alors, on évoquait la question de tout public et une pratique pour tous. C'est aussi une pratique tout terrain. Et dans le contexte actuel, ce peut être un avantage du fait que les salles sont fermées. Donc, on connaît tous les espaces de jeu assez traditionnels en extérieur. Alors, je ne reparle pas de la salle, mais pour les espaces extérieurs, donc tout ce qui est city-stade, terrain de foot en herbé, les cours d'école et tous les terrains goudronnés relativement classiques. Mais on peut aussi imaginer des lieux un peu plus insolites. Alors tout ce qui est plage et surface sablée, hein, les terrains de volley qui ne sont pas utilisés ou des espaces dans des aires de jeu, etc. Et vers des lieux encore plus insolites tels que des parkings de supermarchés ou de grands magasins qui ne sont pas occupés sur certaines périodes, évidemment avec l'autorisation. Mais je pense qu'il y a vraiment des espaces de jeu à investir. Les surfaces aménageables, alors on a parlé des niveaux de jeu, et le classique c'est 3 terrains, 3 niveaux de jeu, mais on peut aussi imaginer des terrains aménagés en fonction des contenus abordés. Sur une même catégorie, on pourrait imaginer qu'il y aurait un terrain autour des compétences du porteur de balle, un autre autour des partenaires du porteur de balle, et puis un autre niveau autour du jeu sur grand espace ou du changement de statut. Et tout ça sur un même terrain. Donc voilà, des surfaces qui sont largement aménageables et pour lesquelles on peut avoir un œil dessus en se mettant dans les tribunes, en déléguant une partie du managerat ou l'animation des séances. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi quand on est seul intervenant. Troisième aspect, c'est la question du matériel. Alors tout le matériel traditionnel qu'on utilise dehors, les buts, les plots, etc. Et lors de la présentation là, des situations qu'on vous fera en fin de présentation, c'est aussi une pratique qui nécessite très peu de matériel. On peut très bien imaginer, comme c'est le cas sur le dessin, prendre 4 plots avec 4 jalons, ça nous fait 2 buts. 4 plots, on délimite un terrain et quelques ballons et on peut prendre notre baluchon de pèlerin d'éducateur sportif et aller investir tout un tas d'espaces de jeu relativement facilement, sans surcharger nos coffres de voiture qui le sont déjà bien assez. Donc voilà, le Handa 4 pratique tout terrain. Dernier aspect qui semble aussi important, c'est que le Handa 4, ça reste du handball, et qu'on peut s'en servir en termes de pratiques complémentaires, mais aussi en termes d'outils de développement. Donc c'est à la fois une pratique complémentaire du Handa 7, hein. L'idée c'est pas de remplacer le Handa 7 par du Handa 4, mais plutôt d'en faire une pratique complémentaire pour différents aspects. L'outil de développement, j'ai évoqué en début de présentation que ça favorisait la gestion de grands effectifs. On peut utiliser le Handa 4, multiplier les terrains, le nombre d'équipes, faire des tournois indépendants et donc répondre à la question des grands effectifs. Mais à l'inverse, ça peut aussi répondre à la question des faibles effectifs. J'ai un effectif de moins de 11 filles, pour prendre l'exemple des filles, ou de moins de 13 filles. J'ai 8 ou 9 gamines.
L'opposition pendant la séance, etc., elle est difficile à 6 contre 6. Je parle des joueurs, hein. Par contre, du coup, sur une pratique en A4, on peut très bien imaginer des matchs. Et du coup, ça permet de garder de la motivation par rapport à l'activité, le sens qu'on y met. Avoir un terrain orienté avec des buts, etc. Sans remplacer encore une fois le hand à 7, mais en tout cas répondre à cette problématique-là avec des buts, etc. et ressembler à un vrai match, quoi. Ce peut être l'occasion aussi de regrouper, plutôt que d'avoir sur un créneau d'une heure et demie 9 gamins, on peut peut-être regrouper du coup deux catégories ou deux groupes distincts sur un seul créneau. Du coup, on peut faire l'économie d'un créneau. Du coup, on est tous surchargés par rapport au créneau et à l'utilisation des créneaux. Et du coup, regrouper des catégories et faire des séances de hand à 4 qui permettent, comme on l'a vu précédemment, des aménagements de besoins de joueurs, d'espace, etc. Pratique à la fois compétitive et loisir. Complémentaire du hand à 7, pour l'exemple de la Charente, on a mis en place sur les pratiques jeunes, en complément des championnats traditionnels, notamment pour les équipes qui ont des faibles effectifs, qui ont du mal à se déplacer, etc., et à mobiliser les gamins toute l'année. En pratique complémentaire, on a mis en place des tournois événementiels hand à 4 qui permettent un peu d'alterner dans les pratiques. D'une part. Deuxième chose, ça permet quand même si on n'a que 5 joueurs disponibles, d'être présent sur le tournoi et de faire jouer les joueurs qui sont présents. Deuxième aspect. Le troisième aspect, en tant que pratique événementielle et enregistrée en tant que telle dans Gestand, ça permet d'avoir accès aux licences événementielles. Et du coup, de proposer, y compris dans la saison en cours, de proposer des accès à des non-licenciés sur de la pratique mélangée avec des licenciés, et du coup, de faire participer des non-licenciés dans de la pratique handball, quoi. Et du coup, de faire découvrir directement par le jeu, ce qui n'est pas forcément le cas au départ, on les fait souvent découvrir par les séances, etc. Et ils ont du mal à se faire une idée de j'aime, j'aime pas. Et peut-être que le hand à 4 peut être une réponse par rapport à ça. Donc, par rapport à la pratique événementielle. Pourquoi pas imaginer des tournois compétitifs? On est en train d'y réfléchir, en tout cas pour le comité de Charente. Voilà. Et puis dans les clubs, ça peut très bien être aussi des événements clubs qui facilitent encore une fois les interactions entre les catégories. Ça peut créer du lien social dans le club ou en recréer. Et dans le contexte actuel, je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà par rapport à ça. Des espaces nouveaux pour intensifier la pratique. Le contexte actuel peut se révéler négatif, contraignant, etc. Mais je crois que les éducateurs, les clubs et les structures se sont adaptés aux contraintes qu'elles avaient, et notamment l'utilisation des salles. Et je crois que la conquête de nouveaux espaces, en tout cas cette adaptation-là et l'utilisation des espaces extérieurs, peut laisser à penser que nous pouvons investir de nouveaux espaces extérieurs et répondre, notamment dans les clubs où les créneaux sont surchargés, à une pratique en extérieur, hand à 4 notamment, puisqu'on est dans le cadre du hand à 4, pour décharger un peu certains créneaux et pour des catégories qui s'entraîneraient une fois par semaine sur une année courante, grosso modo 36 semaines. Si on imagine qu'on peut pratiquer, alors ça dépend des départements évidemment, mais si on imagine qu'on peut pratiquer du mois d'avril au mois d'octobre en extérieur sur du hand à 4, sur des espaces qui ne sont pas utilisés, on peut quasiment doubler le nombre de créneaux, et le nombre d'entraînements est passé quasiment de un entraînement par semaine à 1,5, voire 2, quoi. Dernier aspect, outils de communication. Alors pourquoi le hand à 4 pourrait être un outil de communication par rapport au hand à 7? Le hand à 7, à part les initiés qui rentrent dans les salles de hand ou qui ont l'occasion d'en voir à la télé,
Au final, on n'a pas trop de visibilité sur l'extérieur, contrairement au foot où on peut rentrer dans le premier bled venu un samedi, dimanche, où on voit les espaces de foot avec des matchs en cours, etc., des city-stades où la pratique est quand même relativement courante, libre. Peut-être que le Handa 4, dans les nouveaux espaces dont on parlait en extérieur, peut être un super outil de communication, quelles que soient les structures, donc évidemment les clubs, en premier lieu les clubs, mais aussi les structures, pourquoi pas les comités, et investir ces espaces en extérieur avec de la pratique handball, ouverte aux non-licenciés évidemment, mais sur des séquences de démonstration, pourquoi pas. Inviter des équipes de niveau intermédiaire. Je ne sais pas si des équipes de haut niveau se prendraient au jeu, mais des équipes de niveau national, je pense que ça pourrait être des super outils de communication. Donc voilà, par rapport à cet aspect-là, le Handa 4, c'est en ça qu'on évoquait le fait que ça pouvait être un handball couteau suisse par rapport au fait que ça peut être tout public et pratiqué pour tous. Une pratique également de tout terrain qui nécessite peu de matériel et une pratique complémentaire au handball à 7 dans ses aspects pédagogiques, mais aussi en termes d'outils de développement et de communication des structures. Petit aparté sur le Handa 4, c'est souvent les questions qui ressortent dans les formations et dans les échanges qu'on peut avoir par rapport à la pratique Handa 4. On a du mal à faire le distinguo, en tout cas la différence entre le mini hand et le Handa 4. Alors je vais pas m'étendre dessus, mais l'idée c'est quand même de présenter un peu le Handa 4 par rapport au mini hand et surtout les différences qu'il y a entre les deux pratiques. À savoir que la première différence, le mini-hand est une pratique pour les moins de 9 et les moins de 11 exclusivement. Alors que le Handa 4, comme on l'a vu, c'est une pratique tout public à partir des moins de 11. On peut voir dans la nomenclature fédérale que c'est plutôt 11-15 ans, mais c'est une pratique vraiment tout public qui peut être à partir des moins de 11 ans très très large. Le mini-hand, c'est une pratique, c'est une version simplifiée du handball à 7, de son grand frère handball. Alors que le Handa 4, c'est une version aménagée, complémentaire du Handa 7. L'effectif est une réponse, encore une fois, à l'histoire du handball par rapport à sa relation avec le milieu scolaire. Le mini-hand est une pratique qui contribue au développement de l'enfant, non pas que le Handa 4 ne puisse pas contribuer au développement de l'enfant, mais que du fait du public spécifique mini-hand, l'aménagement qui a été fait, il a été pensé par rapport au développement de l'enfant et aux caractéristiques des publics moins de 9 et moins de 11. Alors que le Handa 4, comme évoqué précédemment, c'est un outil, donc le couteau suisse, au service du développement de la pratique handball et auprès de tous les licenciés. Donc voilà par rapport à ça. C'est d'abord une histoire de public. Donc, du coup, je ne vois pas de questions, Émilie. Je ne crois pas qu'il y ait de questions au départ. Non, pour le moment, il n'y a aucune question. Alors, du coup, n'hésitez pas surtout. En fait, on a évoqué l'idée de présenter des situations plutôt Handa 4. Alors, en tout état de cause, je les ai testés pendant les vacances sur un public moins de 15 au club de l'ASPOM, pour ne pas les citer. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir laissé expérimenter les situations et les mettre en place. En fait, l'idée là des cas pratiques, c'était plutôt pensé comme une séance. Alors, il y a différentes situations. Il n'y a pas forcément d'ordre dans les situations. Après, c'est à vous de les adapter à vos contextes, au nombre des joueurs qu'on a, etc., pour multiplier les terrains, aménager les terrains en fonction de vos contraintes et des espaces que vous avez. Et évidemment, du nombre d'encadrants. Avant de présenter les situations, juste pour garder à l'idée par rapport aux dimensions, parce que c'est peut-être des aspects sur lesquels vous vous questionnez. À l'origine, le Handa 4, c'est plutôt pensé comme une pratique en salle. Donc, terrain en longueur, c'est 20 mètres. Et en largeur,
Ça va de 12 mètres en largeur à 16 mètres si on fait que 2 terrains, ce qui permet dans les terrains, dans les salles classiques, d'avoir un espace entre le but de handball installé et le terrain de hand à 4. À faire attention dans les espaces de jeu quand on délimite si c'est en salle, de faire gaffe à cette question-là du but qui peut être problématique en termes de sécurité. C'est le cas d'ailleurs quand on aménage des terrains mini-hand. Donc voilà, quand on a des espaces extérieurs, on n'a pas ces problèmes-là, donc on peut séparer, regrouper les terrains, à vous de voir, mais la dimension standard, s'il devait y avoir une dimension standard, ça serait 20 mètres de long et entre 12 et 16 mètres de large. Avec des aménagements matériels dont je vais parler au travers des séances, on fait un peu avec ce qu'on a, s'il y a des lignes tracées, s'il y a des terrains tracés, etc. Mais encore une fois, l'idée du hand à 4, c'est pas de repartir parce que c'est en extérieur sur le premier terrain goudronné de handball et de s'approprier le terrain de handball. L'idée du hand à 4, c'est quand même d'avoir des espaces liés aux effectifs qu'on a. C'est-à-dire que si on a, ça peut arriver 38-18, alors en extérieur, peut-être pas, mais pas loin. L'idée, c'est pas de refaire faire de la pratique en A4 sur ce type d'espace-là, quoi. Donc, il faut aménager des espaces qui correspondent à ce que serait un terrain de hand A4 en salle. Donc, du coup, les cas pratiques et les situations que je vais vous présenter, elles sont autour du jeu en surnombre. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce que c'est plus facile de faire respecter le protocole sanitaire, notamment la question des distanciations et du problème du sans contact. Alors, à savoir qu'il y aura certains aménagements que je vais vous présenter qui ne seront plus valables, on peut l'espérer, à partir du 19 mai. Donc, à voir quand on aura les infos, en tout cas. Donc, du coup, situation et séance autour du surnombre. Alors dans les publics visés, c'est plutôt public moins de 11, moins de 13, moins de 15, mais alors plutôt, parce qu'on peut très bien aller sur du public moins de 18. Je vois qu'il y a une question par rapport au groupe moins de 18, j'en parlerai après, mais oui, les moins de 18, ils peuvent très bien entrer dans un projet en A4. Donc là, public plutôt jeune, mais on peut très bien adapter à son contexte, on peut très bien faire ce même type de situation en les adaptant à du public senior, d'ailleurs. Donc la première situation, l'objectif étant l'amélioration de la motricité du porteur de balle. On peut aussi aller sur le duel tireur-gardien et gardien-tireur en fonction de ce qu'on recherche et améliorer les savoir-faire du tireur si on va dans le duel tireur-gardien de but. Donc du coup, sur la présentation et par confort, je vais dire, j'ai présenté à chaque fois que 2 terrains. Il y a une situation où j'en présente 3. Là, il n'y a que 2 terrains. Donc l'idée, en fait, le principe est de couper en 2 le terrain en A4 dans le sens de la longueur et d'avoir 2 groupes de joueurs qui sont indépendants l'un de l'autre et qui ne se croisent jamais. Donc en fait, il y a à faire varier. Hein. Ce que je propose là, c'est vraiment à faire varier. C'est pas quelque chose d'arrêté. Donc dans la motricité, des slaloms, du travail de dribble, de manipulation de balle variée, du travail d'échelle de rythme. Dans le terrain du bas, pourquoi pas avec passeur, en évolution avec un passeur. Donc tout s'imagine par rapport à ça. L'idée étant de faire une entrée autour de la motricité avec des variantes autour des formes de manipulation de balle, j'en ai parlé, des formes de tir, tout ce qui est tir sans sauter ou tir en sautant, en travaillant sur des impacts par rapport au gardien de but. Donc pour faire travailler le gardien sur des impacts précises, peut-être en gérant les rotations, en essayant d'avoir des successions de 2 tirs d'affilée pour obliger le gardien à se déplacer. Voilà, en tout cas, à gérer, c'est des situations qui permettent de gérer relativement facilement la question des protocoles sanitaires. C'est pour ça qu'on vous présente ce type de situation. Dans les défis, le nombre de buts, peut-être des parcours chronométrés. Les joueurs doivent passer plusieurs fois sur un temps limité à imaginer chez les petits. Pourquoi pas, et sur du public un peu plus confirmé,
peut-être à imaginer dans la situation avec un passeur, avec 2, voire 3 ballons, et donc complexifier les manipulations de balles et le nombre de ballons. La situation suivante, elle est dans le même esprit. Donc, du coup, au niveau des aménagements matériels, on ne change rien. Juste une réserve de ballon au niveau des gardiens de but. Alors après, à voir d'où vous faites partir les joueurs et comment vous gérez les rotations et les équipes. L'idée étant d'avoir 2 couloirs dans lesquels il y a chacun un attaquant occupe un couloir respectif, n'a pas le droit de changer de couloir. Seul le défenseur peut changer de couloir. Donc en fait, à chaque fois que le défenseur ferme le couloir de jeu du porteur de balle, le porteur de balle est obligé de faire la passe. Ça permet quoi? Outre améliorer les choix du porteur de balle et la relation passeur-réceptionneur, etc., ça permet aussi encore une fois, de respecter le protocole Covid et de faciliter la gestion de la distance de 2 mètres entre les attaquants et les défenseurs. Donc ça permet aussi ça, à faire varier dans la situation là que je vous présente, peut-être les départs. Est-ce que les départs partent du gardien de but? Est-ce que les formes de passe, on utilise passe avant et passe arrière, ou que passe vers l'avant, que passe vers l'arrière? Moi, sur la situation que j'ai faite avec les moins de 15, mais ça répondait au contexte des moins de 15 que j'avais au club de l'ASPOM, j'avais autorisé uniquement les passes en arrière. Et du coup, ça a obligé l'engagement, désengagement et le replacement des non-porteurs de balles, les passes en arrière, etc., avec une recherche autour de l'ancrage des appuis, etc. Et j'ai joué donc, dans la première situation et sur celle-là, autour des formes de tir, et notamment tous les tirs sans sauter, tir à l'amble, etc., tir en appui et tir dans la course. Le dribble à limiter ou pas, à voir de toute façon, l'activité du défenseur, de fait, elle régule l'activité du porteur de balle et donc le dribble. Moi, en plus, j'ai jamais été un grand fan d'interdire le dribble, donc voilà, après, à vous d'adapter en fonction des besoins de vos joueurs, etc. Par rapport aux défis, aux challenges, important de faire tourner les défenseurs parce qu'ils s'embêtent vite. Donc, moi, j'ai testé, au bout de 3 ballons récupérés, ils tournent et c'est relativement rapide, tout le monde y passe. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais j'avais 12 joueurs, je crois. 10 ou 12 joueurs sur la situation. Donc, sur 2 terrains, on était 2 et ça tourne tout seul, quoi. En termes d'activité, ça demande beaucoup d'activité, c'est relativement sollicité. Pour répondre à la question des gardiens, on a le droit de faire du tir, hein, il me semble. La situation de bis, en fait, ce n'est qu'une évolution de la première situation, hein, rien d'extraordinaire, sauf que en termes d'aménagement des espaces, on a fait 3 couloirs. On garde le même principe avec 3 défenseurs contre 3 attaquants, contre 2 défenseurs, avec les mêmes variantes, les mêmes possibilités, passe en avant, passe en arrière, et jouer sur les formes de tir, etc. En fait, l'histoire des couloirs, encore une fois, c'est pour répondre à la question de la distanciation et des 2 mètres, c'est plus facile, quoi. Donc voilà, par rapport à cette situation qui permet d'introduire le jeu en surnombre, hein, et les choix du porteur de balle, qui sont quand même des déficits qui sont relativement prégnants, en tout cas pour les filles que j'ai pu voir sur le pôle d'accession d'Angoulême. Tout ce qui est lié à l'ancrage, la passe en arrière, le replacement, etc. Et le choix sur le couloir de jeu est ouvert, fermé. C'est des thématiques qui sont vraiment intéressantes. Alors du coup, on passe à la situation avec les règles aménagées. Alors, plusieurs choses avant de vous présenter les règles aménagées. Juste par rapport aux organisations des terrains, j'en ai parlé par rapport à la notion de peu de matériel. Le terrain du milieu, juste pour exemple, avec 4 plots,
on peut délimiter un terrain façon terrain de handball avec des zones droites. Alors j'ai délimité les zones droites pour avoir un repère, mais j'ai mis des terrains où je n'avais pas délimité avec des plots et des coupelles, ce qui permet de mettre en place 3 terrains super rapidement, quoi. Donc par contre, il faut absolument utiliser des plots qui sont relativement hauts parce que sinon les joueurs ont du mal avec les repères, quoi. Si on met des coupelles trop loin, on les voit pas et on a du mal à identifier la zone. Donc des plots hauts suffisent, 4 plots hauts suffisent. Pour le terrain du bas, j'en avais parlé aussi, la question des jalons. Des jalons suffisent pour faire des buts, hein. On n'a pas besoin de se gonfler quand on fait des séances en one-shot, etc. Plutôt que de se gonfler ou de se monter les buts constamment, les jalons permettent d'aller bien plus vite dans la mise en place. Mais en plus, on peut faire participer les gamins, s'ils se lavent les mains, etc., au rangement du matériel, et c'est plus facile à nettoyer que les buts. Donc du coup, par rapport à... Maintenant que j'ai passé la question des aménagements matériels et de l'utilisation du matériel, la règle aménagée est la suivante. En fait, il y a 4 couloirs. Alors, encore une fois, c'est lié au contexte, mais quand on aura droit au contact, cette situation, on peut très bien l'imaginer, et ce principe-là, sans les couloirs. Les couloirs, encore une fois, permettent mieux de faire respecter les distances entre les attaquants et les défenseurs. Donc du coup, 4 couloirs. 4 couloirs, et là, c'est le gardien qui fait le surnombre. Alors pour le coup, il faut qu'il soit obligé, soit par la règle, soit par l'entraîneur qui lui dit « tu es obligé de participer au jeu ». Le surnombre se fait avec le gardien de but, du coup. Et on se retrouve avec des situations de 4 contre 3. C'est pour ça que c'est important de bien calculer la largeur des terrains au départ, parce que sur un terrain de 12 mètres, ce type de règle aménagée, ça fait des espaces qui sont très petits, quoi. Donc ça, c'est facilitant pour les défenseurs. Un terrain de 16 mètres me semble plus adapté en largeur qu'un terrain de 12 mètres. Donc du coup, c'est le gardien qui fait le surnombre, et on joue à 4 contre 3. Alors, dans les systèmes de points, l'idée, ça peut être de valoriser les buts du gardien de but, l'utilisation du gardien de but quand on marque un but et que le gardien a touché la balle et a participé. On met un système de points progressif. Pourquoi pas valoriser le goal à goal si vous voulez travailler sur les relances de gardien, etc. et le rôle de premier attaquant du gardien de but. C'est encore une fois un des intérêts du handball 4. La proximité des deux cibles permet, alors que ce n'est pas forcément le cas sur du 40-20, notamment sur les catégories moins de 11 ou moins de 13, de se retrouver avec des gardiens qui découvrent des modes de jeu et des enchaînements parade-relance avec de la réussite. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver, là le gardien en l'occurrence des jaunes, il peut se retrouver à arrêter la balle et très rapidement être en situation de pouvoir alors marquer le but. Là la proximité le permet, mais à relancer très rapidement et être en réussite, ce qui n'est pas forcément le cas sur un terrain 40-20 pour des moins de 11, des moins de 13 qui ont des difficultés à relancer après la moitié de terrain. Et du coup, qui se font un peu secouer par leur cadre parce qu'ils ont raté une relance, ils ont fait une passe à l'adversaire. Là, pour le coup, encore une fois, l'effectif et l'aménagement spatial, la proximité des deux buts, fait que le gardien peut découvrir des nouveaux pouvoirs tout en étant valorisé et en réussite dans ces modes de jeu-là, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ce rôle du gardien de but. Dernier aspect aussi, le changement de statut est forcément beaucoup plus rapide. Alors c'est un point fort quand on fait de l'égalité numérique. Quand on fait de la supériorité numérique, ça peut être un désavantage parce que on se retrouve souvent sur du tir de goal à goal ou sur une passe on marque. Moi, dans les aménagements que j'ai mis en place, c'est un ballon supplémentaire. Ou alors le système de points dégressif, le goal à goal ou le but en une passe est tellement dévalorisé que du coup les gamins se retrouvent plutôt à faire le choix de faire du jeu placé. Mais ça, c'est encore à discuter et à aménager en fonction de vos sensibilités, de vos contextes, etc. Parce que ralentir le jeu pour pouvoir jouer des attaques placées, c'est quand même pas le concept du handball, quoi. Donc voilà, à trouver le deuxième ballon, valoriser les points, etc. Donc ces formes de jeu-là
dernier aparté par rapport à cette règle aménagée-là, le surnombre avec le gardien de but. Alors, ce n'est pas le cas. Je vous invite en tout cas, à pas le faire. Moi, je le fais pas dans le contexte actuel, puisque de jouer sur les formes de jeu. C'est-à-dire que là, ça serait resté dans un principe à 4 autour des défenseurs, à 4 contre 3, sans pivot, et d'interdire le jeu dans le dos des défenseurs. Pourquoi ? Parce que le contournement des pivots par les défenseurs va forcément induire des contacts, ou en tout cas de la proximité, et des difficultés à faire respecter la distance des 2 mètres. Dès qu'on pourra jouer en contact en extérieur, j'espère très rapidement, on peut imaginer avec les jeunes de jouer sur les formes de jeu. Et donc, du coup, de proposer une alternative entre jouer à 4 autour ou à 3 et 1 dedans. Et là aussi, c'est intéressant avec la proximité, encore une fois, des cibles. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à des gestions de surnombre, alors que si on jouerait des 4 contre 3, je ne sais pas, sur 10 ballons, sur un demi-terrain dans un terrain de handball classique, où voilà, il nous faut 20 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes pour faire passer les 2 groupes. Je vous assure que sur un match de 6 à 8 minutes, sur 8 minutes, on peut se retrouver avec 20 à 25 répétitions de situations de surnombre. Et pour le coup, c'est une forme de jeu, et l'alternative des 2 formes de jeu, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec les filles du pôle, et c'est vraiment très intéressant, en rupture. Hein. Et c'est vraiment très très intéressant, très très riche. Et du coup, par rapport à une rupture, j'ai une rupture à vous proposer en dernière situation, qui est plutôt autour du travail du gardien de but, qui est souvent le grand oublié de nos séances. J'en profite pour passer un message. Donc, tu peux passer à la situation suivante, Émilie. Donc, alors encore une fois, la situation telle qu'elle est présentée là dans l'aménagement matériel, en fait, elle répond à la problématique du pas de contact. Pas de contact est plutôt une problématique, plutôt 2 mètres de distanciation. Donc en fait, la situation est la suivante. Il y a 2 groupes, une équipe bleue, une équipe jaune, qui sont répartis chacun de leur côté sur les diagonales. L'idée étant de travailler, l'objectif étant sur cette situation de travailler à la fois sur l'enchaînement parade-relance pour le gardien de but et améliorer le changement de statut. Donc à la fois du gardien de but et du contre-attaquant. L'aménagement matériel est le suivant. Il y a un espace central que j'ai appelé zone de repli, dans laquelle le joueur qui vient de tirer replie. C'est sa zone maximale. Il ne peut pas en sortir une fois qu'il a lancé le repli défensif. Du coup, ça génère quoi ? Des relances qui arrivent à chaque fois. Et alors, la relance du gardien de but, du coup, 2 comportements, en tout cas 2 alternatives que j'ai pu observer dans la mise en place. Soit il fait une relance directe, il coupe la zone de repli avant que le joueur précédent ait eu le temps de replier. Et du coup, on a des relances relativement courtes et tendues. Ou le joueur qui est en train de replier est sur la trajectoire de passe, et à ce moment-là, voit apparaître, on observe des passes plutôt en cloche par-dessus. Deux intérêts, je trouve, à cette situation, c'est que on est en situation facilitante pour le gardien de but, comme je l'ai évoqué avant. C'est-à-dire que les relances, elles sont précises, mais elles sont souvent réussies. Il y a quand même 2 alternatives. Il y a quand même une petite pression du repli défensif, et il y a quand même un choix à faire. Et il y a un vrai changement de statut du tireur, qui est obligé de replier. Alors, nous, on avait mis en place un système de points, c'est-à-dire que si le contre-attaquant avait tiré avant que le joueur qui devait replier soit dans la zone de repli, il marquait 2 points. Si le joueur était déjà dans la zone de repli, il marquait qu'un seul point. Ce qui permet de valoriser la vitesse de changement de statut et du gardien et du repli défensif, qu'on oublie un peu trop souvent dans notre activité. Donc, cette situation, on peut la multiplier sur autant de terrains. On peut la faire avec des effectifs relativement réduits, on peut faire des challenges contre équipe, on peut faire gardien contre tireur et en rotation permanente. Donc voilà, on peut la faire autant, X de ballons. On peut la voir comme une situation de rupture, mais on peut aussi la mettre en place comme une situation de transformation. Donc voilà, moi je l'ai plutôt vu
comme une situation de rupture, mais voilà, à adapter encore une fois hein, à vos contextes, à vos publics, etc. Donc voilà, par rapport aux situations et par rapport à l'ensemble de la séance là, que j'ai proposée, encore une fois, n'hésitez pas à adapter, à remanier, il n'y a pas forcément d'ordre, et puis à enrichir évidemment. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc après cette présentation assez complète de la pratique en DACAT, on a voulu du coup vous donner des ressources pour aller plus loin, pour vous donner un peu plus d'outils aussi si vous le souhaitez à la suite de ce webinaire. Donc on voulait vous parler également de la formation qui est mise en place par notre organisme de formation qui est l'ITFE sur donc la formation Animer la pratique mini-hand et en DACAT. Donc, c'est une formation d'un volume total de 40 heures qui alterne à la fois entre du coup, du présentiel, la formation ouverte à distance et la mise en situation. Du coup, toute personne peut s'inscrire en fait à cette formation. Il n'y a pas de prérequis. Si vous voulez mettre en place un projet autour de l'accueil du public de 9-14 ans dans son club, vous êtes du coup les bienvenus. Donc, vous pouvez voir du coup sur l'écran les différents tarifs. Également, donc, je vais vous glisser dans notre zone de conversation, du coup, notre guide de formation. Et comme évoqué du coup tout à l'heure par Julien, on ne pouvait pas du coup faire ce webinaire en DACAT sans vous parler du livret pédagogique de la FEDE. Donc ce livret, il date de 2018. C'est vraiment un véritable outil clé en main. Vous y retrouverez du coup dedans les intérêts de l'activité, il y a des propositions de séances, mais aussi des situations. Du coup, moi, pour ma part, pour avoir fait la formation avec Julien comme formateur, c'est vrai que tout le long de la formation, ça a été une référence, ce livret, on s'en est servi et Julien l'a vraiment mis au cœur de notre formation. C'est vraiment aussi un livret qui peut s'adresser à tous, hein, qu'on soit bénévole, salarié d'une structure. Il peut du coup également être transmis à des enseignants si vous mettez en place des cycles de DACAT. Ça, vous pouvez très bien leur transmettre. Donc également, je vous mets le lien dans notre zone de conversation si vous voulez par la suite le télécharger. Est-ce que Julien, par rapport à ce livret, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois que tu as tout dit, mais c'est un vrai outil clé en main qu'il faudrait que vraiment on arrive à diffuser dans les clubs, parce que c'est autour de la pratique en DACAT, mais c'est des situations, des séances et des réflexions autour de la pratique qui sont assez larges. C'est le groupe de la formation initiale de la Fédération française de handball qui l'a conçu. Et il y a un vrai référentiel et une vraie réflexion autour de l'activité en A4 dedans, avec tout ce qui est autour de la philosophie du en A4, mais pas que. Et c'est un vrai outil clé en main qu'on peut filer à nos entraîneurs de club, aux entraîneurs débutants, aux parents. Il y a des séances et des situations clés en main, on peut leur donner au bord du terrain, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous l'approprier, à le partager. C'est vraiment un super outil. Je fais une aparté aussi par rapport à la formation, Émilie, si tu es d'accord. C'est une formation, alors la formation c'est en A4 et mini-hand. C'est pour ça qu'on s'est permis de vous refaire le distinguo par rapport à ça. C'est une formation qui est basée quand même autour de la pratique, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même de faire pratiquer aux entraîneurs. Alors faire découvrir évidemment tout ce dont on a parlé par rapport au hand A4, mais c'est aussi découvrir les séances. Le livret, Émilie en a parlé, mais c'est faire des séances de hand A4. Il y a beaucoup de pédas dedans. Il y a plus de la moitié en présentiel. Donc voilà, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tous les types de public, de l'animateur débutant aux enseignants, animateurs BAFA, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être... Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et y compris à questionner, à appeler Émilie à la Ligue pour avoir des infos complémentaires par rapport à cette formation.
Et du coup, je vois Loïc aussi qui a noté, donc on allait venir Elle par en la parle. suite. Il y a également, voilà, ouais, il a été plus vite que nous. Le comité de Gironde, du coup, qui a créé donc un livret de reprise en extérieur qui est très bien fait. Et ils ont proposé du coup 2 versions. Et dans leur seconde version, du coup, ils proposent 3 situations donc de hand-a-4 et mini-hand. Donc également, je vous le glisse. Donc voilà, ça c'est vraiment, voilà, on vous donne des petits outils pour aller plus loin. Également, on voulait faire un petit point rapidement sur le matériel, du coup, qui est proposé et disponible chez Centraland. Donc, vous avez 3 kits concernant le Handa4. Donc, il y a le kit Handa4 de la FF Handball qui est du coup à 452 €. Il y a également le kit Handa4 Plus qui est du coup à 499 €. Et le dernier, le kit sac à dos, qui est du coup à 45 €. Également, du coup, tout à l'heure, Julien vous a parlé donc de Pascal Janin, qui est élu à la fédération, qui a fait de nombreuses vidéos qui sont disponibles du coup sur YouTube, où il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, on voulait vous en glisser une partie. Il y a énormément de vidéos, donc n'hésitez pas surtout voilà, le soir à regarder ces nombreuses vidéos, c'est vraiment très intéressant. Et également, on voulait vous redonner du coup le lien du webinaire de la fédération qu'ils ont fait lors du premier confinement sur la pratique Handa4. Est-ce que du coup, suite à notre présentation et à toutes ces petites ressources, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions? N'hésitez pas du coup à interagir en haut, soit en levant le pouce, soit en levant la main. Il y avait des questions déjà. Alors, je ne les ai pas vues. J'ai donné le lien. C'était Loïc. Loïc, du coup, je te réponds par rapport au groupe moins 18, même si j'ai répondu rapidement. Bien sûr que les groupes moins 18 peuvent entrer dans le projet Handa 4, et encore plus dans le public scolaire, lycée. Alors, c'est pour les moins de 18, pour rien te cacher, c'est quand même pour l'instant difficile de les faire adhérer au truc. En tout cas, de ce que j'ai vu, hein, moi, au niveau du comité de Charente, par rapport à la pratique, eux, ils considèrent que c'est le Handa 4, c'est une pratique qui ressemble trop au mini-hand, et pour eux, c'est presque régressif de faire du Handa 4. Mais je pense qu'en s'appropriant et en leur montrant des formes de jeu, etc., des entrées ludiques sur le Handa 4, je pense que ça peut adhérer. Et en plus, un des avantages, j'ai pas assez appuyé par rapport à cet aspect-là, c'est que en plus tu peux faire des groupes mixtes sur le Handa 4. En collège et lycée, et en tout cas Pascal Janin dont parlait Émilie, elle à la fac et au lycée, c'est des groupes mixtes, hein, qui s'affrontent sur du Handa 4. Et quels que soient les publics, il y a des spécialistes TAPS, etc. Donc oui, le groupe moins 18, bien sûr, et mixte aussi, peut adhérer au Handa 4. Charge après aux encadrants de le faire passer, quoi. Pour te donner une idée, les filles du groupe, les filles du pôle accession d'Angoulême, la première séance du Handa 4, quand ça s'est terminé, elles m'ont dit mais quand c'est qu'on fait du handball? Donc voilà, souvent les ados, ils ont du mal à voir le Handa 4 comme du handball. Mais c'est une représentation qu'on a. Donc voilà, j'espère que... Ouais, il joue en mode bourrin, ouais, je sais pas c'est qui met ça. C'est Loïc. C'est Loïc. Ouais, il tire fort, etc. Donc les aménagements d'espace et de zone, ils sont vraiment à penser pour ces catégories-là. Les filles, ça passe mieux. Moi, j'ai vu les filles, elles se sont bien appropriées le truc, elles ont aimé. Les filles du département là que j'ai vues. Les garçons, ils sont un peu plus bourrins, mais je t'invite, Loïc, à regarder les vidéos de Pascal Janin. La première qu'elle a fait, vidéo de présentation, c'est un groupe moins 18 qui, a priori, est du moins 18 championnat de France ou pas loin. Je peux te dire que les mecs, ils s'éclatent, hein. Et il y a du contenu, il y a du handball, hein, avec de l'exigence. De rien, c'était un plaisir, Loïc.
Parallélisme au Handa 4 et au beach. Alors, non, non, non et non. Le parallèle, alors, le beach, c'est très codifié, compétitif. Et par contre, la vocation du beach, c'est peut-être à terme de remplacer le Handa 7 sur certaines compétitions et notamment les JO, ce qui n'est pas le cas du Handa 4. Le beach, en plus, il y a vraiment un jeu qui est hyper codifié, le rôle du spécialiste, du gardien de but. Alors, moi, je maîtrise pas dans le détail, mais non, le beach et le Handa 4, c'est pas la même chose. Le beach, c'est sur sable, c'est estival, ça peut être compétitif. Ouais, mais le Handa 4, c'est pas forcément Kung Fu et open bar, hein, ça peut être vraiment au service du travail. Donc, du Handa 4, si c'est sur sable, ça peut ressembler au beach, mais à part ça, je vois pas les similitudes. C'est pour répondre en partie à toi, Lionel, aussi. Ouais. Mais le Handa 4, c'est encore une fois, tu vois, dans l'aspect, je réponds à Lionel, mais dans l'aspect pédagogique, ça peut être un super outil au service de la transformation du joueur et des joueuses. Moi, au début de l'année, là, j'ai eu des tournois de Handa 4 sur des moins de 13. Dans le changement de statut, dans les duels, la répétition des duels avec et sans ballon, c'est super intéressant. Il ne faut pas qu'on voit le Handa 4 comme une activité un peu annexe et on peut se l'approprier en fait. C'est hyper ouvert. C'est le couteau suisse dont on vous parlait. Chacun se l'approprie. Après, si on fait des kung-fu évidemment, hein, mais des 360, ça peut s'imaginer. Mais le Handa 4 peut être support de tout en fait. Bon, parfait. Alors, bonjour de la Martinique, bonjour à toi. J'aurais voulu créer une première partie de saison en Handa 4 en championnat jeune de septembre à décembre et de janvier à mai. Est-ce possible? Mais bien sûr, nous, c'est ce qu'on fait par exemple, Rénal, dans Charente. C'est-à-dire que le début de saison, c'est que des regroupements de Handa 4. Parce que ça permet quand même d'avoir déjà un œil sur les gamins et les gamines. Ça permet au club, c'est ce que j'évoquais, à travers des licences événementielles, de récupérer des joueurs en début de saison et de lancer la saison. Et puis de faire jouer dès le départ les gamins des clubs, quoi. Et alors, ça peut être en première partie, évidemment, en fin de partie, sur les périodes off où on aurait a priori moins d'effectifs. Je pense à la période de Noël où on a du mal à mobiliser les gens, mais il y a toujours des accros au handball. Le Handa 4 avec des effectifs amoindris, ça s'envisage largement, évidemment. Yes, Lionel. Et d'ailleurs, Lionel, quand à chaque fois que je pense au City Stade et aux créneaux supplémentaires, je pense souvent au City Stade qui est collé à votre salle. Et là, sur une partie des périodes, vous qui avez des problèmes de créneaux, c'est vraiment un super outil pour augmenter le nombre de créneaux. Je me suis reconnu. Qu'est-ce qu'on peut évoquer comme autre question, Émilie, sur lesquelles on n'aurait pas assez appuyé? La mixité, on en a reparlé. Peut-être les interactions sociales et les rôles sociaux, c'est à travers le Handa 4 et l'outil Handa 4, sans redévelopper, mais tout ce qui est lié aux rôles sociaux et aux interactions. Bonne soirée, Lionel. Et tout ce qui est lié à l'accès à l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, je pense que c'est vraiment un super support, le Handa 4, pour l'école d'arbitrage, les écoles d'arbitrage et sensibiliser les joueurs à l'arbitrage, partir des joueurs qui s'arbitrent. Mais pas que. Le managérat, la gestion de la logistique, les rôles d'observateur dont parle Pascal Janin dans ses vidéos, c'est des super supports. Je vois qu'il y en a qui sont en train de remplir les dossiers ANS
à la fois dans le lien dans les écoles, etc., tout ce qui est lié à l'accès à la citoyenneté, le vivre ensemble, etc. Le Handa 4 et l'organisation de tournois, que ce soit dans les clubs ou comités plus largement ou entre clubs, évidemment que ces rôles sociaux pourraient être mis en avant par rapport à ces questions de citoyenneté, vivre ensemble, etc. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser sur ces supports-là. Et évidemment, Loïc, l'arbitrage, c'est que à la fois la densité des effectifs permet de mieux voir le jeu pour les arbitres, mais en plus, le contexte fait que, l'air de rien, on n'a pas tous les parents autour, on n'a pas 50 managers hystériques. Alors en plus, c'est plus facile de se mettre à côté d'eux et de leur dire foutez la paix un peu aux arbitres. Je l'ai vécu, Loïc, en début de saison. Donc effectivement, moins de pression pour les JA. Je pense que c'est vraiment un support, un super support, en tout cas facilitant, lié au contexte pour les arbitres. Alors, réponse, j'imagine, question de Romain. En termes de rapport de force, ça permet d'atténuer les différences. Mais où est-ce que tu mettrais la limite de différence d'âge? Alors, ça dépend. Moi, je pense que moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 18, ça s'envisage ensemble. Mixer les quatre, ça peut très bien s'envisager avec des systèmes de points et à ce moment-là, des aménagements de règles et vraiment briefer tout le monde si l'objectif, par exemple, serait développer du lien social entre toutes les catégories, etc. On parlait des U18 tout à l'heure. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah. Et est-ce que ça a marché, du coup, moins de 13, moins de 15, ensemble, mélangés? Parce que je sais pas le truc en même temps, il y a toutes les notifications qui se... Mais c'est compliqué de donner accès au change. Il y a peut-être l'histoire des couloirs, Romain, que j'ai évoqué pour d'autres raisons. Mais l'histoire des couloirs, c'est-à-dire que tu as un gamin dans chaque couloir et tu équilibres. Tu mets un couloir avec un moins de 18 de chaque équipe, un moins de 15 de chaque équipe, un moins de 13, un moins de 11. Comme ça, chaque catégorie s'affronte, mais ils jouent quand même ensemble. Après, pour l'histoire des outils et des différences d'âge, c'est plutôt l'utilisation des terrains. C'est-à-dire que sur tes 3 terrains dans ta salle, tu peux faire une règle aménagée sur un terrain avec des moins de 18, pourquoi pas mélanger des moins de 15, une autre avec des moins de 15, etc. Avec de la mixité, règle spéciale. Encore une fois, Rénal, c'est le Handa 4 tel que nous, en tout cas, on le présente et on l'a présenté avec Émilie et Céline. Couteau suisse. Donc après, une fois qu'on a le 3+1, les marqueurs du 3+1 sans contact, tout est possible. La mixité, évidemment qu'elle est envisagée surtout avec le milieu scolaire, puisque dans les classes, il n'y a pas de match de garçons et de match de filles. Et que justement, c'était un des avantages, en tout cas un des points forts du handball, c'est qu'elle permettait la mixité. Mais là, le Handa 4, là où c'est vraiment intéressant, c'est que à 3, on ne peut pas faire sans ses partenaires. Et du coup, l'égalité de chance se retrouve liée à l'effectif. Et du coup, dans des équipes mixtes, tout le monde peut toucher la balle, tout le monde peut aller au gardien, tout le monde peut tirer. Des règles spéciales, c'est à toi de les mettre en place après. La mixité des niveaux se gère aussi grâce aux différents types de zones, évidemment. Alors, je ne l'ai pas souligné, et tu fais bien de le souligner, Christophe. La question des zones peut paraître anodine, mais elle ne l'est pas. Parce que du coup, on n'a pas du tout les mêmes comportements si on a des zones droites, si on a des zones trapèzes, arrondies. Du coup, les jeux de l'ailier, les jeux de la base avant, notamment les ailiers, est un peu différent. Donc, effectivement, il y a cette question des aménagements de zones et puis la proximité. On est plutôt sur des moyennes, des zones aux alentours de 5 mètres, mais on peut très bien imaginer des zones de Handa 4 pour des moins de 15 ou des moins de 18, avec des zones à 6 mètres. Hein. Oui, voilà, exactement, Pierre, chacun fait sa sauce après. Suivant comment c'est utilisé. Si on l'utilise en outil pédagogique, on aménage comme on veut. Si on l'utilise dans le milieu scolaire, on revient sur des marqueurs un peu plus traditionnels.
Après, il y a par rapport à l'histoire des zones, j'ai pas, et il y a plein de trucs à inventer. Ça aussi, je l'ai pas assez dit, mais il y a plein de trucs à inventer. Moi, j'ai quelques trucs sous le coude parce que ça fait longtemps que je m'y intéresse. J'ai imaginé mettre en place, mais je vais le mettre en place avec les filles du pôle, je pense. Euh, Imaginez une zone, en fait, une demi-zone de terrain de handball pour chaque côté. Et en fait, on ferait jouer les droitières contre les gauchères. Ça arrive régulièrement que dans une séance, on n'a qu'une gauchère. Et du coup, quand on fait la supériorité numérique, on fait quand même les 10 ballons pour le côté droit à cause, parce qu'on a une gauchère. Et du coup, on peut le faire en situation de hand à 4 contre 3, et répéter avec notre gauchère qui va tout le temps attaquer sur son aile droite, du coup, avec la zone orientée d'un côté. Donc ça, je ne l'ai pas testé, ça s'envisage. Après, il y a l'orientation des buts, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent tester, avec des buts qui sont orientés. J'aurais dû penser à présenter ça et à faire une diapo là-dessus. J'y ai pas pensé. Mais voilà, explorer. En tout cas, il y a plein de trucs. Et pour ceux que ça intéresse, en tout cas pour ceux avec qui possiblement on peut rester en contact, moi je suis friand des retours que vous pouvez faire sur des espaces que vous avez utilisés, des règles que vous avez utilisées. Il y en a dans le livret, moi j'en ai utilisé, mais tout ce qui est autour des règles aménagées, des aménagements matériels à imaginer, enfin voilà. Des formes de jeu, moi je suis fan de l'idée de pouvoir échanger avec ceux qui testent plein de trucs, quoi. Et pour le coup, je pense on a beaucoup de choses à inventer par rapport à ça. C'est pour ça que moi je suis relativement fan de cette pratique. Après, le hand à 4, les anciens disent qu'ils faisaient ça, ils faisaient du hand à 4 dans les écoles il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Hein. Donc effectivement, c'est pas une nouvelle pratique. Tel que c'est présenté par la fédération, c'est une nouvelle pratique parce que le livret date de 2018, mais c'est pas en tant que tel une nouvelle pratique. D'ailleurs, sur le webinaire qu'avait fait la fédération, il y avait Eric Barada qui était intervenu et il disait que le hand à 4, c'est quelque chose qu'il avait mis en place avec les filles de l'équipe de France A, à l'époque où il était entraîneur d'équipe de France A avec Olivier Crumbles. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre au goût du jour et qui peut répondre, encore une fois, à beaucoup de problématiques de structure, de club. Et encore une fois, servir au développement du handball à 7. Parce que c'est quand même bien ça l'idée, c'est pas de remplacer le handball à 7, mais bien d'en faire une pratique complémentaire au service des joueurs, du jeu, de tout ce qu'il y a autour, des pratiquants, quels qu'ils soient, et des encadrants de la pratique, au service du développement du hand à 7. A priori, c'est tout pour moi, Émilie. C'est ce que j'allais dire, je ne vois pas d'autres questions. Du coup, on va vous libérer. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi, Julien. Tu as été au top. Merci à toi. D'avoir répondu présent. Franchement, c'était un plaisir. Comme vous pouvez voir avec Julien, on est disponible. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On espère du coup que la soirée vous a plu et qu'on a répondu à vos attentes. Et du coup, on vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Après, si vous voulez d'autres outils, d'autres ressources, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Voilà. Très bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Émilie, je t'appelle.